Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Cette vidéo est la suite du premier tuto voile que vous pouvez retrouver en description ou dans les fiches si j'oublie pas. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et du coup après revenez sur cette vidéo pour mieux comprendre. Et sur ce, bon visionnage. Alors la dernière fois on s'était quitté sur une question. Pourquoi mon bateau il va tout droit alors qu'on avait vu sur le schéma que le bateau normalement devait se déplacer en crabe à cause de l'aspiration du vent? Et bien ça on va l'expliquer grâce à la dérive et à la quille. Alors en fait, la dérive et la quille, la différence entre la dérive et la quille, c'est que la quille maintient le bateau à l'endroit, alors que la dérive a juste un effet anti-dérive, quoi, grosso modo. Donc en fait, elles ont toutes les deux des parties convexes, en fait, les deux côtés sont convexes, et ressemblent en fait à une aile d'avion, sauf qu'il n'y a pas de partie plate en dessous, tout simplement. Et donc ce qui donne en fait une force anti-dérive, qu'on verra dans le chemin d'après, mais ça donne aussi une force hydrodynamique qu'on peut voir par FH et le point de force hydrodynamique qui était au milieu de la quille de la dérive. Donc là maintenant on va voir les effets concrets pour la navigation. Donc c'est bien de savoir qu'il y a un point de poussée hydrodynamique, comme c'est bien de savoir qu'il y a un point de poussée vélique. C'est à peu près la même chose en fait. Parce que c'est deux fluides en fait, c'est deux fluides qui agissent sur un corps. Mais là on va voir ce qui se passe vraiment pour le bateau. Pourquoi mon bateau va droit alors que on a vu que la poussée pour la voile était pas dans l'axe du bateau, pas totalement dans l'axe du bateau. En fait tout simplement vous voyez là les fluides d'eau, le fluide du coup qui arrive sur la quille. Donc la quille est au centre. Et vous vous rendez compte que du coup elle n'arrive pas totalement face à la quille, elle est un peu décalée. Donc vous vous rendez compte que d'un côté il y a moins d'eau à parcourir que de l'autre. Vous avez moins d'eau à parcourir sur le dessus, vous avez plus d'eau à parcourir sur le dessus que sur le dessous du coup. Donc sur le dessus l'eau accélère, sur le dessous l'eau ralentit. Et vous avez le principe de Bernoulli qui donne en fait une force anti-dérive dans l'axe à 90 degrés du bateau, mais qui va donner une poussée un peu décalée. Et donc en fait cette poussée va compenser la poussée de la voile qui elle va vous emmener en crabe, tout simplement. Et donc va recaler votre route droite. Votre route va être dans l'axe du bateau, enfin relativement dans l'axe du bateau, puisqu'on a déjà dit que vous aviez quand même de la dérive due aux vagues et au vent. Alors bien sûr comme tout ce qui traîne dans l'eau, il y a une traînée, donc qui est toujours en fait dans l'axe du coup du fluide. Et c'est pour ça que sur un bateau avec des dérives, on va avoir tendance au portant à remonter à dérive, parce qu'au portant du coup comme je vous ai expliqué la dernière fois, on est poussé par le vent. Donc en fait l'axe de la poussée du bateau est dans l'axe du bateau, donc il n'y a pas besoin de dérive. Donc à ce moment là on peut remonter la dérive. Sur une quille c'est pas possible, mais c'est facile, il y a des quilles relevables, donc on peut les relever un peu. Mais sinon sur les quilles fixes non. Mais vous avez des bateaux du coup avec dérive, les dériveurs par exemple. Et donc vous relevez la dérive, et donc du coup vous limitez la traînée. Et en fait moins on a de traînée, plus on va vite. Donc là on va voir pour le safran. En fait le safran c'est exactement la même chose que la quille, sauf qu'il est mobile. Grosso modo c'est ça. En fait si vous mettez le safran dans l'axe, votre safran il va pas agir. Il va avoir un petit effet anti-dérive, mais sinon il va pas agir. Par contre si vous le tournez, du coup vous allez décaler en fait votre effet anti-dérive, entre guillemets. Je vulgarise là, hein. Vraiment je vulgarise. Je vais pas vous donner trop de trucs scientifiques, je vulgarise. Donc en fait vous allez décaler votre poussée en fait. Et donc si vous décalez votre poussée, il y a toujours l'effet de Bernoulli qui se fait dessus, mais si vous décalez votre poussée, en fait vous allez faire tourner le bateau tout simplement. Et vous remarquez que si vous tournez trop fort, votre poussée va se retrouver quasiment en fait dans l'axe du bateau. Sauf que là vous allez ralentir le bateau. Et c'est pour ça que quand vous avez la barre à fond, si vous mettez la barre à 90, ce que les enfants ont tendance à faire des fois sur les optimistes, ils mettent la barre à 90 puis après ils disent ça tourne pas.
bah si tu mets la barrique à tourner, oui, le bateau il tourne pas. En fait, parce que le safran va juste ralentir le bateau, tout simplement. Et en fait, votre poussée va être dans l'axe du bateau. Et ça va même plutôt être de la traînée. En fait, la traînée et la poussée vont quasiment se retrouver. Alors que si vous tournez pas trop fort, et bah vous allez avoir une poussée qui va être plus décalée. Qui va être un peu plus décalée. Donc qui va permettre au bateau de mieux tourner. C'est pour ça que quand on tire sur la barre et que le bateau ne répond plus, moi ce que je vous conseille c'est essayer de remettre la barre droite un petit peu pour recrocher les filets d'eau. En fait c'est ça qui fait que vous crochez des filets d'eau en fait. Vous faites les filets d'eau, donc vous crochez en fait l'effet Bernoulli en faisant ça. Vous mettez un peu la barre droite, vous recrochez l'effet Bernoulli et après vous pouvez retirer. Et donc là bah du coup le bateau va retourner. Parce que quand vous tirez à fond dessus tout le temps, si vous êtes par exemple si vous partez au tas et que vous êtes tout le temps la barre tirée, et que vous essayez pas de la remettre droite, bah le bateau ne va jamais revenir. Tout simplement. Alors que si vous remettez la barre droite, une fois que vous avez réglé vos problèmes de voile, que vous avez soit affalé ou je sais pas quoi, vous affalez, et là, si vous remettez un peu la barre droite, vous allez pouvoir recrocher les filets d'eau, et donc du coup, après vous allez pouvoir bouger. Sinon, vous bougerez jamais, en fait. Alors maintenant, on va voir l'équilibre sur le bateau. Parce que l'équilibre sur le bateau est assez lié quand même à l'hydrodynamisme. Parce que vous avez ce qui rentre en compte en fait c'est le centre de carène. Donc le centre de carène se trouve au milieu entre guillemets de la zone immergée. Grosso modo c'est ça. C'est le milieu de la zone immergée en fait. Vous prenez en fait un axe entre la zone qui est la plus immergée du bateau. Donc à plat ça va être la quille du coup. Et la gîte du coup ce sera l'endroit qui sera le plus profond du bateau, la zone la plus immergée. Et la deuxième chose qui rentre en compte dans l'équilibre du bateau, c'est le centre de gravité, qui lui en fait est fixe. Le centre de gravité il est fixe, il est toujours au milieu, enfin il est toujours sur son axe, il peut pas bouger. La seule chose qui bouge c'est le centre de carène. Du coup comme je vous ai dit, le centre de carène se déplace toujours, il est toujours au centre du bateau en fait, centre de la partie immergée du bateau. Donc vous comprenez assez facilement que si vous décalez votre centre de carène et votre centre de gravité, bah vous allez avoir un déséquilibre. Alors sur une petite zone ça peut aller, sur un tout petit déséquilibre ça peut encore aller. Par contre plus ça va, plus ça s'accélère et en fait bah, ça finit par le dessalage pour les bateaux qui sont juste équipés de dérive. Alors sur un quillard vous n'allez pas chavirer vu que la quille vous empêche de chavirer. La quille fait cet effet de balancier, donc qui vous empêche de trop gîter. Mais sur un bateau qui n'a pas de quille, un dériveur, un multicoque, et bah cet effet, plus vous allez gîter, plus bah, vous allez décaler en fait votre centre de carène et votre centre de gravité. Et donc plus vous décalez, plus vous risquez de chavirer. Et à partir d'un certain moment, en fait, vous pouvez plus rien faire, le bateau va continuer à y aller et va complètement chavirer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit sur un dériveur, essayez de rester le plus à plat possible, gîter le moins possible. Parce que à partir d'un certain moment, vous ne pouvez plus gérer en fait. À partir d'un certain moment, de toute façon, vous le sentez, vous pouvez plus rien faire. Quand vous allez dessaler, vous le sentez vraiment. À un moment, vous sentez que non, c'est foutu. Tu sais que tu vas y aller parce que tu sens que c'est trop décalé quoi. Donc attention à ça. Maintenant, on va parler d'un truc que pas beaucoup de plaisanciers connaissent. C'est surtout connu par les régatiers, mais pas beaucoup par les plaisanciers. Ce qu'on appelle la couche limite. Alors la couche limite, en fait, c'est pour vous expliquer tout simplement, en fait, une coque n'est jamais totalement lisse. Grosso modo, la coque n'est jamais totalement lisse. On essaye qu'elle soit le plus lisse possible pour bien glisser, mais une coque n'est jamais complètement lisse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les zones où vous avez des rayures, des petites infiltrations et tout, bah, l'eau va venir se mettre. Il va y avoir de l'eau de mer qui va se mettre. Et en fait, cette eau va aider l'eau qui est en dessous, les molécules d'eau qui se sont mises dans les petites rayures, dans les petites fissures, bah en fait, va faire une couche et l'eau qui reste va glisser dessus. Et c'est ce qui va permettre en fait à votre bateau de glisser malgré les petites rayures. Et il y a même des gens qui préconisent sur l'arrière du bateau. Alors moi je le fais pas, hein. Personnellement je le ferai pas, mais il y en a qui paraît qu'il y a des gens qui l'ont fait, faire des rayures pour faire une couche limite et du coup avoir une couche limite relativement importante et du coup faire glisser l'eau.
qui est en fait l'inverse de ceux qui disent qu'il faut que la coque soit complètement lisse. Il y a ces deux techniques en fait. Il y a des gens qui vont plutôt miser sur la couche limite et des gens qui vont plutôt miser sur la coque la plus lisse possible en ponçant à mort comme des dératés. Quand on met un anti-fouling, donc un anti-fouling érodable, on va plutôt jouer sur la couche limite parce que l'anti-fouling est c'est pas très lisse en fait, hein. Quand on regarde de près c'est pas très lisse, donc on va plutôt jouer sur la couche limite et on va avoir pas mal de couches limites, mais ça va pas empêcher le bateau de glisser. Ce qui va empêcher par contre le bateau de glisser, ça c'est les algues, parce que les algues c'est plus une couche limite là, c'est vraiment dégueulasse. Par contre des petites rayures comme ça peut aller quoi. Donc là on va parler d'un truc super cool, ça s'appelle le planning. Alors pour vous parler du planning, d'abord il vous faut que je vous parle de la poussée d'Archimède. Vous savez que la poussée d'Archimède c'est ce qui se passe quand on plonge un corps, c'est la règle qu'il y a quand on plonge un corps dans un fluide. Et vous savez que pour flotter, il faut que dans un certain volume de flottaison, il faut pas dépasser un certain poids. Si vous dépassez ce poids-là, votre bateau va couler. Si vous restez bien dans le poids, bah, votre bateau va flotter, tout simplement. Là, je vous vulgarise le truc pour que vous compreniez à peu près. Mais en fait, le planning, c'est quand la poussée d'Archimède devient minoritaire sur une autre force qui s'applique sur le bateau, c'est la portance. Une portance qui s'applique sur la coque. En fait, plus vous accélérez, plus vous avez une portance qui va se faire sur la coque. Donc en fait, au début, c'est la poussée d'Archimède qui est plus forte, et plus vous accélérez, plus la portance va être forte. Et vous allez voir en fait un moment vous allez avoir en fait votre bateau qui va avoir tellement été porté que vous allez être à la surface de l'eau. Votre coque va être à la surface de l'eau. Alors ça fonctionne surtout sur les bateaux qui ont des carènes assez plates sur le dessous en fait. Si vous avez une carène, la mienne par exemple, c'est très compliqué parce que la mienne elle est quand même assez enfoncée. Donc pour partir au planning c'est compliqué. J'ai jamais réussi à le faire et je pense que on peut pas. Mais sur des bateaux avec des carènes assez plates sur le dessous, par exemple le Grand Surprise, le 7.5 ou autres bateaux, bah, les carènes assez plates en dessous permettent justement assez vite d'arriver à cet endroit-là et de planer. Et on voit en fait le planning, il se repère quand vous êtes à l'extérieur du bateau par un bateau qui est en fait sur l'arrière. C'est pour ça qu'on vous dit que pour partir au planning, il faut vous mettre sur l'arrière. Tout le monde à l'arrière, le plus possible d'équipiers à l'arrière pour faire lever l'avant du bateau un petit peu. Et là, le bateau va partir au planning. Et vous allez voir, c'est super grisant le planning en plus. Et donc vous allez vraiment voir que le bateau est complètement en train de voler au-dessus de l'eau. Alors il n'y a pas des foils et tout. Ça doit être une autre sensation quand on est sur des foils. On en parlera dans une autre vidéo. On parlera des trucs sur les bateaux de course. Non, on va pas parler de bateaux de course, on va juste parler des choses qu'on peut trouver sur des bateaux un peu classiques. Mais c'est hyper grisant parce que vous sentez que le bateau en fait claque dans les vagues. Et ça peut arriver aussi sur des planches à voile. Et sur les planches à voile, en fait, vous entendez vraiment le clac, 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 clac. Et en fait, je l'ai entendu. Moi, je suis jamais parti au planning, mais je l'ai vu sur d'autres. Et en fait, on entend le moment où ça part. C'est du bruit, quoi. On entend la planche qui commence à claquer. Et c'est parti, quoi. Et on voit les gens filer à pleine vitesse. Et à ce moment-là, sur les planches à voile, vous avez plus que la dérive, s'il y en a une, parce qu'il y a des planches à voile sans dérive, et l'aileron à l'arrière qui touche l'eau. Et sur un voilier, au planning, vous allez avoir à peu près, grosso modo, tout l'avant qui va être quasiment hors de l'eau. Quasiment, je dis bien quasiment. Et l'arrière, vous allez avoir la quille, la coque et le safran à l'eau, quoi. Et encore, pas énormément, quoi. Et en fait, là, c'est l'arrière qui va... l'arrière, en fait, va exercer aussi une poussée. Et c'est là que vous allez être au planning complet, quoi. Et c'est hyper grisant. C'est vraiment hyper grisant. Et je vous souhaite un jour de vivre un truc comme ça. Parce que c'est super cool. Et on va finir cette vidéo en parlant de l'effet de carène. Alors l'effet de carène, en fait, c'est un effet qui agit quand on est à la gîte. Quand on est à plat, il n'y a pas trop d'effet de carène. Par contre, quand on gîte, il y a beaucoup d'effets de carène. Alors ça dépend des bateaux. Il y a des bateaux qui ont des effets de carène assez forts. Il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Le mien en a pas énormément, justement à cause des bouchons, en fait. Et donc je peux pas trop me servir des effets de carène. Ils peuvent être à la fois utiles et à la fois des fois très chiants. Par exemple, pour virer de bord, on peut imaginer
faire gîter son bateau, tout simplement. Et le bateau, en fait, quand le bateau gîte, il va avoir tendance à lofer. Et donc ça peut aider le bateau à lofer, dans pas beaucoup d'air, ça peut aider le bateau à lofer. Et après, une fois qu'on est passé de l'autre côté, on va essayer de faire contre-gîter le bateau pour le faire abattre. En fait, si on gîte, le bateau lofe. Si on abat, si on contre-gîte, donc en fait on fait pencher le bateau à l'inverse du côté des voiles, j'espère que vous me suivez, et bah le bateau va avoir tendance à abattre. Tout simplement grâce aux effets de carène. Mais les effets de carène peuvent être aussi très handicapants. Parce que des fois on les souhaite pas du tout. Et en fait un bateau un bateau assez arrondi va avoir des effets de carène qui vont être très pénalisants, enfin qui peuvent être très pénalisants et qui sont très compliqués à arrêter et qui obligent en fait à des réglages plus fins que sur un bateau comme le mien, et aussi à des réglages plus fins qu'un bateau comme le mien. Et alors que sur le mien je peux garder de la toile assez longtemps, le bateau a vraiment très peu d'effets de carène. Le mien a vraiment très peu d'effets de carène, contrairement à certains. Ce qui fait que des fois c'est plus compliqué de virer si je peux pas me servir des effets de carène pour virer, ou très peu. Mais des fois je suis bien content de pas en avoir de trop. Par exemple, quand on fait un départ au loft, donc départ au loft, c'est à dire que par exemple quand on est sous speed, départ au loft, le bateau va commencer à tourner tout seul à cause du vent ou votre spi, enfin voilà. Et l'effet de carène va vous emmener encore plus dans ce départ au loft. Et ça va être encore plus dur de le rattraper. Moi mon bateau, ça m'est déjà arrivé une fois de partir au loft, sous spi. Le bateau s'est calé vent de travers. Alors que certains bateaux, ils restent pas vent de travers quoi. Ils vont plutôt aller se foutre presque bout au vent, même sous spi quoi. Enfin ou au près, même sous spi quoi. Alors que le mien, il est arrivé vent de travers, j'ai juste eu à choquer un peu, et il est revenu. Et l'ancien propriétaire m'avait dit que avant, avec ce bateau là, à cause de la carène, à cause justement de l'effet de carène du bouchon en fait, avant que le bateau parte vraiment au tas, ça serait ma barre qui pèterait en premier, pour vous dire. Donc en fait l'effet de carène il est provoqué du coup par la forme de la carène tout simplement. Si vous êtes arrondi, en fait c'est comme si vous mettiez un culbuto dans... Vous savez les culbutos là, les trucs pour enfants. Si vous le plongez dans l'eau, il va avoir tendance à gigoter dans tous les sens en fait. Il va gigoter, il va aller d'un côté comme de l'autre. Et vous allez voir qu'il va avoir tendance un peu à tourner. C'est à peu près le même système en fait. Pour voir. Là sur le schéma on voit sur une planche à voile. Donc en fait quelqu'un qui va sur la planche à voile, ça va être l'appui de vos pieds en fait qui va faire contre-gîter ou gîter le bateau, la planche. Là on voit par exemple quelqu'un qui appuie à la contre-gîte, le bateau va abattre. Quelqu'un qui appuie à la gîte, le bateau va lofer. On se sert aussi de ça un petit peu en laser. Enfin, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Quand vous allez vouloir virer de bord, vous allez avoir tendance plutôt à rentrer dans le bateau. Surtout quand il n'y a pas beaucoup d'air, vous allez avoir une petite tendance à rentrer un peu dans le bateau pour faire gîter votre bateau et le faire lofer assez facilement sans donner trop de coups de barre, en fait sans trop tourner à la barre. Parce que la barre, il faut savoir que la barre, quand vous la bougez, vous ralentissez un peu le bateau. Là, en faisant gîter le bateau gîte tout seul, le bateau tourne tout seul. Et donc, vous n'avez pas besoin de donner de la barre. Et vous, juste à la fin, quand le bateau ne veut plus aller, vous donnez un petit coup de barre vite fait. Le bateau passe. Et à ce moment-là, vous pouvez aller de l'autre côté. Sauf si vous voulez faire une bascule, mais ça c'est autre chose. Ça rentre pas dans l'effet de carène. Enfin, si, un peu quand même. Oui, ça rentre dans l'effet de carène, mais je vais pas vous l'expliquer là. Et donc du coup, comme ça, vous avez viré de bord sans presque toucher à la barre. Donc c'est l'avantage des carènes rondes. Par contre, voilà, sur une carène en bouchin, on a l'avantage de moins partir au tas, quoi. Parce que c'est plus plat, parce que c'est pareil, il y a des traits en fait entre les bouchins. Faut imaginer que c'est comme des rails en fait les bouchins. Et donc votre bateau se cale dans ce rail va tout droit en fait, tout simplement. Et il peut pas aller plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on fera des vecteurs. On parlera des vecteurs, donc on va faire des schémas en fait. Là, je vous montrerai comment on fait les schémas. Là, c'est des schémas que je prends sur internet. Mais là, je vous montrerai vraiment comment on fait des vecteurs. C'est très important de savoir le faire. Enfin, je trouve ça très, très intéressant et très important.
Donc on fera ça dans la prochaine vidéo, comme ça vous verrez un peu les oscillations du vent apparent par rapport à la vitesse du bateau et par rapport à la force du vent réel, voilà. Et du coup, si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez me faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.